Bonjour, objectif 2023, dernier virage, la parole au candidat président de la République. Pour ce nouveau numéro, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Floribert Anzoulini. Avec lui, nous allons faire un point sur son projet des sociétés. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, parlons de la sécurité et groupes armés. La République démocratique du Congo compte actuellement 252 groupes armés locaux selon les programmes, les PDDRCS. Comment envisagez-vous lutter efficacement contre ces groupes armés et rétablir la sécurité dans les pays? Alors, commencez par dire qu'effectivement, la question sécuritaire fait partie des 3 segments prioritaires de notre projet de société. Et cette question sécuritaire commence bien évidemment par la crise et la situation à l'Est du pays qui est aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, sous les attaques de l'un de nos pays voisins, ici en l'occurrence le Rwanda. Alors, la résolution de cette question, qui est un ensemble de questions groupes armés financés par des pays étrangers, mais également groupes armés internes, est d'abord de la responsabilité congolaise. Il y a 2 niveaux de responsabilité. La première responsabilité est interne avant tout. Vous savez, pour répondre à cette question, nous donnons toujours un petit peu une image. Vous êtes dans une maison dans laquelle vous avez un frigo qui est rempli de nourriture. Vous avez votre portail d'entrée que vous laissez entrouverte. Vous avez la porte d'entrée que vous laissez entrouverte. Mais vous avez des voisins qui, eux, ont un frigo qui est presque vide. Conséquence, ils voudront se nourrir et à un moment donné, voyant votre portail entrouvert, votre porte d'entrée entrouverte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de pénétrer et quand ils verront qu'il n'y a pas de résistance, ils vont ouvrir le frigo et ils vont se servir. Et donc cette question sécuritaire, vue d'abord de l'extérieur, des groupes qui sont financés par les groupes extérieurs, est d'abord et avant tout due à notre incapacité en tant qu'État à remplir notre mission qui est celle de sécuriser et de protéger les frontières de notre pays. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Donc, en termes de solutions, il faut restaurer, on le dit souvent, mais il faut restaurer l'État qui commence par la restauration d'un système de défense et de sécurité approprié. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous êtes dans un pays qui n'a pas d'administration, finalement, qui n'a depuis 30 ans, qui n'a 40 ans aujourd'hui, parce que le dernier recensement date de 82, je pense, 40-50 ans, qui n'a plus recensé sa population depuis bientôt 50 ans, qui n'est pas capable d'identifier les personnes qui vivent et résident sur l'espace, sur le territoire. Comment voulez-vous être capable de sécuriser et de gérer correctement votre pays? Conséquence, ce que je dis, les forces extérieures qui ont des intérêts bien évidemment liés à nos ressources naturelles pénètrent le Congo. Il faut reconstruire, la première des choses qu'il faut faire, il faut reconstruire un État. Un État, c'est la sécurité, ça veut dire système de défense et de sécurité, c'est une administration. C'est ce que malheureusement, administration civile, et malheureusement, c'est ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Et puis vous avez les problèmes sécuritaires, ou en tout cas les groupes armés internes, qui sont certains soutenus par des groupes extérieurs, mais certains profitent également de l'inexistence de l'État, mais là, cette fois-ci, profitent de la situation économique et sociale qui est malheureusement très mauvaise pour trouver un moyen de finalement se produire des revenus qui leur permettent de survivre pour la plupart ou d'autres simplement de s'enrichir. Et de temps en temps, et je dirais même souvent, c'est en complicité avec nos autorités politiques publiques, civiles et nos autorités militaires. Là également, c'est l'existence d'abord de l'État, premièrement, mais deuxièmement, il faut également donc améliorer la situation sociale qui passe par une amélioration des conditions de la situation économique. Donc voilà comment on résoudrait ce problème de point de vue interne. D'un point de vue externe, vous avez beaucoup de pays qui ont des intérêts multiples sur la RDC. Vous avez nos pays voisins, je vous ai donné l'exemple du frigo ouvert et de la porte d'entrée ouverte avec un frigo plein. Ben, ces pays viendront se servir tant aussi longtemps nous ne serons pas capables de les contraindre à ne pas le faire. Mais pour ce qui est de la RDC, nous avons également donc un travail diplomatique à faire au niveau extérieur. Parce que ces pays-là, qui bénéficient des ressources qui sont produites, qui sont extraites en RDC et exportées à partir de leur pays, c'est le cas du Rwanda et d'autres pays, Ouganda et autres, plusieurs rapports l'ont clairement démontré,
Mais ces pays-là agissent donc en collaboration avec d'autres intérêts qui sont en dehors de leur espace et de la sphère congolaise, qui sont au niveau international. Pourquoi? La question à se poser, c'est pourquoi ces intérêts préfèrent-ils clairement passer, sous-traiter finalement l'exportation de ces produits à travers ces États? C'est probablement parce que ces États leur donnent, leur garantissent des conditions entre guillemets plus favorables. Et donc c'est à nous, la RDC, à faire comprendre à tous ces pays qui bénéficient au final, les end users comme on dit, de ces ressources. Il est important de leur faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire de passer par des intermédiaires. Comment le faire comprendre? En ayant un État suffisamment organisé, en ayant une gouvernance surtout appropriée. Et ça fait partie de la base de notre engagement politique. Nous disons aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons affaire à un système de gouvernance prédateur qui, en fait, en définitive, empêche toute personne, tout partenaire, tout groupe, tout intérêt tiers, finalement, de pouvoir venir en RDC et agir de manière suffisamment appropriée dans un contexte où la gouvernance est dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui, dans un contexte où l'État, finalement, n'existe presque pas, n'existe quasiment pas. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'existence de dizaines de groupes armés aujourd'hui. Donc, plusieurs choses à faire. Premièrement, restaurer un État, restaurer une administration, et puis améliorer la gouvernance du pays. Sans cela... Sur les plans locaux, vous avez dit restaurer l'État, mais combien de temps ça vous prendra pour pouvoir l'exécuter? L'État n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps aujourd'hui, celui qui vous donnera le temps nécessaire pour l'exécuter, vous mentira. L'État n'existe plus aujourd'hui. La question, c'est combien de temps ça prendrait pour, premièrement, identifier les Congolais. On vous dit 2 ans, 3 ans, d'autres vous disent 3 ans. On est aux alentours de 2-3 ans. Combien de temps ça vous prendrait pour remettre en place un système de défense et de sécurité? Les experts nous disent, au minimum, pour avoir un système acceptable, c'est au minimum 5 ans. La réalité est là. Pour avoir un système de défense fonctionnel dans un pays comme le nôtre, c'est au minimum 5 ans. Donc 5 ans, ce n'est pas suffisant pour pouvoir mettre en place tout c'est au minimum 5 ans pour avoir un système de défense et de sécurité opérationnel. Ensuite, le système devrait être amélioré, renforcé pour devenir, je dirais, un système suffisamment dissuasif. Donc, une administration, la remettre en place, on est également au minimum à un mandat. Donc, on a un minimum de 5 ans pour essayer de reconstruire un petit peu les bases, finalement, qui n'existent plus. Alors, selon le PDDRCS, 14 groupes armés étrangers opèrent dans 5 provinces de l'Est. Quelles sont vos propositions concrètes pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré? Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces groupes armés, je viens de le dire, ces groupes armés sont divisés en 2 catégories. Certains sont soutenus par des pays étrangers, je viens de l'expliquer, et d'autres sont des groupes armés qui se forment en interne pour répondre à une incapacité, finalement, une défaillance en termes de situation sociale, à cause de la situation sociale et économique. Donc ces 2 raisons doivent être résolues: restaurer l'État, la gouvernance, une administration appropriée, et à ce moment-là, nous pourrons, je pense, mettre fin à cette situation, tout en, j'insiste, en menant une action parallèle au niveau des intérêts internationaux. C'est très important, pour que ces intérêts comprennent qu'il serait beaucoup plus approprié pour eux d'interagir directement avec les propriétaires, entre guillemets, de ces ressources, en lieu et place d'utiliser des intermédiaires. Les ZDF ont prêté allégeance à l'État islamique et sont considérés comme un groupe terroriste par les États-Unis d'Amérique. Comment prévoyez-vous éradiquer ces groupes de la République démocratique du Congo? Oui, aujourd'hui, tous les groupes, finalement, de ce type-là, IDF ou autres groupes extérieurs, ont trouvé l'espace nécessaire en RDC pour venir, entre guillemets, s'installer. Vous avez un pays dans lequel l'accès est facile, où finalement il y a très peu d'États, donc l'accès est facile. Puis vous avez des ressources qui sont facilement exploitables. Aujourd'hui, l'or, vous l'exploitez artisanalement, le coltan, vous l'exploitez artisanalement. Donc vous avez un espace et vous avez des ressources que vous pouvez exploiter, et ces ressources vous permettent de continuer de financer votre activité. Ça, c'est le constat. Mais la réalité, la solution est la même. Il faut reconstruire un minimum d'État pour que ces différents groupes, y compris les ADF, ne soient plus en mesure de pénétrer comme ils le font sur le sol congolais. Tant que nous n'aurons pas un système de défense et de sécurité dissuasif, organisé,
qui sécurise, qui ferme les barrières de la maison pour empêcher l'accès au frigo, cette situation ne sera pas résolue et d'autres groupes d'ailleurs vont venir faire la même chose. Un autre point, c'est les FDLR qui ont été un point de discorde entre Kinshasa et Kigali pendant des décennies. Quelle est votre stratégie pour résoudre ces conflits? Alors, la question des FDLR est également assez particulière. Le conflit entre la RDC et le Rwanda a plusieurs origines. Il faut d'abord que nous arrivions à comprendre ça. Du côté rwandais, tant que nous ne comprendrons pas que le régime rwandais, je ne parle pas je parle bien du régime rwandais, du président Kagame, ne peut survivre selon son analyse, la survie du régime rwandais dépend malheureusement de l'état d'instabilité actuel de l'Est de la RDC. Et ça, je pense que c'est la conception que le régime rwandais a aujourd'hui de ses relations avec la RDC. Il faut avoir un contrôle sur la RDC, il faut avoir un contrôle sur les ressources congolaises. Pourquoi? Le Rwanda est un petit pays. Et donc, vous avez également donc un petit pays et qui est entouré de grands pays. La RDC, l'Ouganda, ce sont des grands pays. Et donc, pour pouvoir résister et exister et surtout avoir un certain leadership, le Rwanda doit s'assurer que à partir de ces différents pays voisins, ils ne pourront pas être déstabilisés. N'oublions jamais que le président Kagame, avec son régime, sont arrivés au pouvoir à la suite d'un coup d'État. La réalité est là. L'arrivée au pouvoir du président Kagame n'a pas été une arrivée au pouvoir démocratique. Et donc, quand il arrive au pouvoir, il faut se maintenir au pouvoir, mais ceux que vous avez enlevés du pouvoir se sont exilés, armes militaires parfois et autres, se sont exilés dans les pays voisins. Donc, le premier réflexe, c'est d'empêcher tous ces groupes, finalement, qui se sont exilés, de se réorganiser dans ces pays voisins pour ensuite venir vous attaquer. Autre réalité, c'est que le président Kagame fait partie d'une minorité et la majorité Hutu, c'est celle-là finalement qui a été, entre guillemets, chassée du pouvoir. Et donc l'inquiétude du président Kagame, sécuritairement, est de voir ces groupes qui ont été chassés du pouvoir se réorganiser et venir, entre guillemets, le chasser du pouvoir, premièrement. Deuxièmement, le Rwanda, aujourd'hui, s'est vendu comme étant un modèle de gouvernance, de gestion. Et donc, aujourd'hui, le Rwanda, internationalement, est un modèle en termes de gestion de ressources publiques. Conséquence, comment est-ce que le Rwanda peut faire pour mobiliser suffisamment de ressources et garantir sa sécurité à travers ses pays voisins? Eh bien, c'est là que la RDC devient un pays important. Le Rwanda, de notre point de vue, organise donc des groupes armés qui contrôlent deux choses, les ressources à travers une partie des ressources dans l'Est de la RDC, premièrement. Deuxièmement, ces groupes armés qui sont parfois locaux, qui utilisent parfois des Congolais et parfois des étrangers, des Rwandais, ces groupes armés ont une deuxième mission qui est celle, entre guillemets, de sécuriser le Rwanda et de s'assurer que un groupe subversif ou qui pourrait renverser le Rwanda n'émerge jamais. Donc vous avez une raison économique qui est celle de puiser des ressources pour pouvoir non seulement organiser justement tout ce réseau de groupes armés, mais également pour s'enrichir, parce que ça profite à un groupe, que ce soit politique ou militaire, militaro-politique au Rwanda. Mais vous avez, à côté de ces intérêts financiers, un intérêt qui est clairement sécuritaire. Et donc le Rwanda, dans sa stratégie, agira, étant donné que le Rwanda intègre comme stratégie le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait un groupe armé qui émerge d'un pays comme le nôtre, fera tout pour avoir, entre guillemets, le contrôle de cette zone de la République démocratique du Congo. Je pense que ce qu'il faudrait faire comprendre au régime rwandais, c'est que cette politique-là n'est plus viable, elle ne tiendra plus. Nos États ne pourront pas continuer à évoluer en paix tant que cette stratégie ne va pas être adaptée et tant que le régime actuel rwandais ne mettra pas fin à cette stratégie. C'est quoi la meilleure politique? Ne l'accepteront pas. La meilleure politique, c'est que nous sommes des pays voisins. Nous sommes amenés, dans tous les cas figures, à rester des pays voisins de manière permanente. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas accepter qu'un pays voisin vienne
organisent des groupes armés dans notre pays, donc tuent nos compatriotes, prennent nos richesses de manière irrégulière, et voilà, donc la meilleure des choses à faire, c'est de finalement arrêter d'abord très clairement cette stratégie d'organisation de groupes armés. Et du côté congolais, c'est pour ça que je dis, c'est une question qui va dans les deux sens. Pendant que nous réorganisons notre État, nous devons également rassurer, pas que le Rwanda, rassurer tous les États finalement, que ce soit voisins ou autres États qui ont des intérêts en RDC, en République démocratique du Congo, nous devons les rassurer sur le fait que nous sommes capables de collaborer de manière responsable, de gérer notre espace de manière sécurisée, et ensuite d'avoir des partenariats, comme je l'ai dit, responsables et, comme on aime dire aujourd'hui, gagnant-gagnant, mais des partenariats qui vont permettre surtout de préserver les intérêts au minimum de la RDC, et puis également de garantir les intérêts de tous ceux qui ont des intérêts à ce niveau-là. Donc il y a une responsabilité interne, je le dis bien, d'abord, et puis il y a la responsabilité par rapport au Rwanda, du Rwanda, qui est celle de dire qu'il faudrait que le régime actuel mette un terme à sa stratégie, qui est une stratégie du chaos. Cette stratégie est à la base de l'instabilité qui est créée au niveau de la région des Grands Lacs. Le président Kagame et son régime estiment qu'ils doivent garder le leadership de la région pour garder le contrôle de cette partie, finalement, directe ou indirecte de la RDC depuis maintenant plus de 25 à 30 ans, parce que c'est une question de survie, c'est une question économique, c'est une question financière. Et donc le Rwanda peut aujourd'hui se targuer d'être un bon gestionnaire de manière officielle, mais officieusement, le Rwanda capte énormément de ressources de manière irrégulière à travers tous les trafics qui sont issus des groupes armés organisés à l'est de la RDC, mais qui permet au Rwanda finalement de bénéficier de ressources que le Rwanda ne doit pas justifier. Alors, parlons relations internationales. Sous votre présidence, comment envisagez-vous gérer les relations avec le pays voisin de la République démocratique du Congo, tels que le Rwanda et l'Ouganda? Non, vous savez, normalement, nous devons avoir des bonnes relations avec tous les États voisins. Il ne s'agit pas simplement du Rwanda et de l'Ouganda. Tout ce que moi, en tant que président, j'exigerais, c'est que ces États respectent la République démocratique du Congo, respectent nos lois, et puis surtout respectent les intérêts de la République démocratique du Congo. Nos relations, nous sommes amenés, si nous voulons que la RDC se développe, si nous voulons que le pays avance dans une certaine stabilité, nous devons avoir des bonnes relations avec tous les pays voisins. Comment avoir ces bonnes relations? Aujourd'hui, les relations avec le Rwanda, comme nous venons de le dire maintenant, ne sont pas bonnes pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, il y a une stratégie clairement appliquée au niveau du Rwanda à laquelle il faut mettre un terme. Et il y a également une responsabilité interne où nous devons organiser notre État de manière à ce que, nous soyons suffisamment dissuasifs, parce qu'un État, c'est d'abord ça, il faut être dissuasif. Il faut dissuader l'autre d'avoir la capacité de venir vous déstabiliser. Et ensuite, nous devons être suffisamment bien organisés pour permettre à tous ces États de pouvoir, ensemble, collaborer, coopérer, que ce soit au niveau économique ou dans d'autres secteurs. Donc voilà les deux axes à utiliser. C'est interne, la réorganisation de l'État, externe, faire pression pour que la stratégie, en ce qui concerne le Rwanda, prenne fin. Pour tous les autres pays voisins comme l'Ouganda, c'est une question, quand vous regardez bien, c'est une question de ressources naturelles. Et là également, la RDC doit d'abord définir sa propre vision. Qu'est-ce que nous voulons faire de nos ressources? La première question. Et ensuite, collaborer avec tous ces États sur l'exploitation de ces ressources. Mais encore une fois, j'insiste, en tenant compte, et c'est ce qui n'est pas toujours fait et très rarement fait même, en tenant compte des intérêts non pas particuliers, mais des intérêts des Congolais et du Congo. D'un point à un autre, diversification économique pour stimuler la croissance économique. Comment prévoyez-vous diversifier l'économie congolaise au-delà de l'exploitation des ressources naturelles, notamment dans l'agriculture, la technologie et encore le tourisme? Alors là aussi, c'est une bonne question. La culture, le tourisme et la culture sont liés. L'agriculture, nous parlons tous de l'agriculture, nous parlons tous de la culture et du tourisme, nous parlons tous de tout cela. Mais nous avons un préalable à tout ça. Vous savez, si vous voulez aujourd'hui investir dans l'agriculture, vous devez donc faire des gros investissements. Il faut travailler sur des routes d'évacuation, parce que vous produisez à un coin, à un T, vous devez emmener
vos produits à un autre point Z. Il faut donc que les voies d'évacuation existent. Il faut pouvoir mettre en place des infrastructures, un cadre qui va permettre fort probablement également de transformer ces produits, parce que le but n'est pas simplement de produire et d'exporter, de transformer pour une consommation locale. Il y a donc un certain nombre d'investissements à effectuer. Tout investissement exige des moyens. Ces moyens, vous pouvez les obtenir de deux manières. Premièrement, de vos ressources propres. Deuxièmement, des financements que vous pouvez obtenir auprès des tiers. Premièrement, les ressources propres. Pour pouvoir avoir des ressources propres, il faut que vous-même, vous puissiez avoir des réserves qui vous permettent alors que vous pourrez utiliser dans votre investissement. Le budget aujourd'hui de notre pays, si ma mémoire est bonne, l'année dernière ou l'année d'avant, le pourcentage lié aux investissements était aux alentours de 2 à 3%. En tout cas, les 2 ou 3 dernières années. 2 à 3%. Comment voulez-vous développer un autre secteur? Pourquoi on en arrive là? Et je vous donnerai notre solution qui est très simple. On en arrive là parce que la gestion de nos ressources aujourd'hui n'est pas appropriée à cause de ce système de gouvernance prédateur. Les ressources qui sont produites aujourd'hui sont en bonne partie détournées. Ces détournements privent donc le pays d'une bonne partie des ressources. Si vous voulez investir aujourd'hui, et c'est nécessaire dans l'agriculture, et donc opérer tous les investissements dont nous venons de parler maintenant, vous ne pourrez donc pas tirer ces ressources de vos propres réserves, puisque nous n'en avons pas. Donc, premièrement, nos politiques phares que nous allons mettre en place vont permettre de mettre un terme, de fermer les robinets qui ont été mis en place, bien placés, bien positionnés, pour capter les ressources du pays. Je vous donnerai quelques exemples d'ailleurs. Et au lieu de les investir et de les diriger dans des postes qui sont liés au développement du pays, on les dirige dans les poches des individus. Le système de gouvernance prédateur. Donc la première des choses à faire avant de chercher à aller diversifier l'économie, c'est d'abord de contrôler ces ressources-là. Parce que si vous ne les contrôlez pas, vous allez me dire, mais pourquoi vous n'allez pas vous faire financer? Mais quel financier, je dirais, responsable, pour pas dire sérieux, peut financer un pays dont la gouvernance, ou une organisation, un pays dont la gouvernance est celle que nous avons aujourd'hui dans notre pays? Moi, j'ai été banquier. Pendant une dizaine d'années, j'étais directeur des risques. Donc, je validais, je revoyais les dossiers de crédit. Mais la première des choses qu'un banquier regarde avant de financer, c'est votre historique de gestion. Généralement, c'est les 3 dernières années. On vous demande vos états financiers des 3 dernières années et on analyse d'abord financièrement comment vous avez géré. Ensuite, on fait une vérification sur les valeurs que vous avez, la manière que vous avez. Est-ce que vous détournez? Est-ce que vous respectez les normes? C'est toute une analyse, on appelle ça d'ailleurs, et une analyse sur vous-même, le KYC, Know Your Customer en anglais, connaître votre client, c'est toute une analyse qui reprend cet aspect de connaissance du client, de sa personnalité, jusqu'à sa gestion financière. Mais un financier sérieux qui le fait aujourd'hui en RDC, vous pensez qu'à l'issue d'une telle analyse, ce financier peut décider de mettre des milliards de dollars, parce que c'est ce que ça demande, en investissement? Je ne le pense pas. Et donc, priorité pour nous, bien évidemment, l'agriculture est une priorité, mais l'agriculture, que ce soit l'agriculture ou d'autres secteurs, demande, de travailler sur les infrastructures. Il faut désengorger les voies internes du pays, parce qu'aujourd'hui, on produit, on peut produire au Kasaï, mais comment vous faites pour faire arriver cette production à Kinshasa si vous n'avez pas de route appropriée? Mais si vous n'avez pas de route appropriée, la production que vous ferez agricole n'arrivera jamais ici, parce que le coût de transport sera trop élevé. Donc il faut un investissement. Mais pour investir, il faut des ressources. Pour avoir des ressources, il faut fermer les robinets. En Lingala, nous on dit il faut arrêter les kimuibi. Il faut fermer les robinets. Tous ces robinets doivent être fermés. Et vous pensez les faire? Ah oui. Et pendant les 5 ans de notre premier mandat, ça va être le cœur de notre action. Il faut fermer les robinets. Alors, la corruption a entravé les développements économiques en République démocratique du Congo. Quelles mesures spécifiques prendrez-vous pour lutter contre la corruption et améliorer la transparence et renforcer l'état des droits? La première des choses, c'est l'exemplarité. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous savez, c'est comme dans une famille. Lorsque le papa ou les parents ne se comportent pas correctement, lorsque le papa lui-même est un voleur reconnu et que les enfants savent et voient leur papa voler, croyez-moi que vous avez
beaucoup de chances pour que ces enfants estiment que la règle, la norme est celle-là. Et je ne dis pas que vous n'aurez pas de voleurs parce que vous n'êtes pas un voleur. Mais je dis que les chances d'avoir des enfants qui vont devenir eux-mêmes des voleurs sont importantes. Si vous qui êtes censé encadrer, organiser la maison et ses enfants, vous êtes vous-même un voleur. Donc la première des choses qui manque ici pour nous, c'est l'exemplarité, la qualité de nos dirigeants. C'est pour ça que notre initiative a pour objectif aujourd'hui de renouveler qualitativement la classe politique. Nous ne l'avons pas dit suffisamment. Qu'est-ce que vous entendez par qualitativement? Mais qualitativement, parce qu'aujourd'hui, c'est le problème. Nous avons apparemment des acteurs, un système politique dans lequel les acteurs politiques, de toutes tendances confondues, nous disons même presque la quasi-totalité des acteurs politiques, ont le même, si je peux me le permettre, le même ADN. Vous savez, entre 2015 et 2018, entre 2018 et 2019, nous avons eu une alternance à la tête du pays. Nous avons aujourd'hui une plus grande partie d'opposition qui a pris le pouvoir. C'est la réalité. Mais est-ce que vous avez l'impression que la manière de faire les choses a changé? Est-ce que vous avez l'impression que la gouvernance s'est améliorée? N'est-ce pas le régime lui-même qui a organisé quelques mois après son arrivée les procès des 100 jours, dont les résultats aujourd'hui finalement ont été anéantis puisque tout le monde a été arrêté et libéré et même d'autres voilà, ont bénéficié de promotion. Et donc, j'insiste, l'exemplarité est la première des choses. Notre classe politique aujourd'hui doit être renouvelée qualitativement parce que toute cette classe politique comporte la grande majorité de cette classe politique comporte les mêmes tares. Ce sont des personnes qui créent leur structure politique comme on crée un business. On regroupe quelques amis et quelques proches. On crée son business. On valorise le business. Et ensuite, on va le vendre au plus offrant. Une fois qu'on a des bénéfices, on se les redistribue entre ses proches et ses amis avec lesquels on a finalement construit et créé ce business. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Nous avons aujourd'hui des dirigeants qui ne semblent pas avoir deux valeurs importantes, indispensables. L'amour du pays, le patriotisme. Des gens qui aiment ce pays ne doivent pas se comporter comme ça. La deuxième des choses, c'est l'amour de son prochain. Quand vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas accepter de faire ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des hommes politiques arriver au pouvoir avec presque rien, mais quelques mois après, ces personnes deviennent de manière ouverte et connue des multimillionnaires, détiennent des biens, des actifs, mais pendant ce temps-là, c'est au détriment d'une grande majorité de la population qui continue à s'appauvrir de plus en plus. Comme on dit à Lingala Tolinganité. Et vous avez toutes ces qualités? Nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pensons, bien évidemment, nous le pensons fortement, et puis notre évolution, notre parcours peut-être le renforcer. Vous n'allez pas changer une fois au pouvoir. Démontre suffisamment que nous avons, l'amour de ce pays et l'amour des Congolais. Maintenant, personne ne peut prévoir l'avenir, mais moi je peux vous dire que ce sont des convictions fermes que personnellement je porte, et l'amour du Congo et des Congolais pour moi font partie entière de ma personne. Donc je ne pense pas que cela changera maintenant. Nous serons jugés bien évidemment dans les faits une fois que nous prendrons le pouvoir après le 20 décembre 2023. Alors comment comptez-vous gérer les contrats entre la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises communément appelés contrats chinois? Alors, c'est une bonne question, mais que je ne veux pas particulariser. Il y a eu ici pendant longtemps un certain nombre d'accords, de contrats, de conventions qui ont été signés en violation de nos propres lois et en violation des propres règles que nous-mêmes, comme en tant qu'État, RDC, avons établies. Et donc, il est clair que, en tant qu'État, il est important de revoir ces différents contrats pour s'assurer que ces contrats bénéficient suffisamment aux Congolais et surtout ont respecté dans leur processus de négociation et dans leur processus de mise en œuvre, ont respecté les lois, les règles établies. Généralement, c'est pour ça que je reviendrai encore toujours à mon point sur le système de gestion de gouvernance prédateur, mais ça c'est encore une stratégie qui est utilisée pour capter les ressources. Pourquoi ces contrats sont mal négociés? C'est parce qu'un groupe de personnes estime qu'ils doivent être bénéficiaires finalement d'une partie des ressources de ces contrats.
Donc on négocie des contrats au détriment du pays, mais le plus important, c'est de pouvoir soi-même bénéficier d'un peu de ressources qu'on met de côté. Le contrat d'Anne Gertler est un exemple patent. Même aujourd'hui, la renégociation, malheureusement, a été aussi problématique que la négociation initiale, au point où aujourd'hui, la situation semble bloquée, mais on entend qu'il y aurait des discussions pour que ce contrat, la renégociation soit validée. Donc, encore une fois, il faut s'assurer que les contrats, un, défendent les intérêts des Congolais, deux, bénéficient, respectent les lois, et les règles établies en République démocratique du Congo. Donc, de manière générale, c'est notre manière de voir les choses. Le coltan est essentiel à l'industrie de la téléphonie mobile, mais ces recettes ne sont pas correctement représentées dans les revenus publics. Quelle sera votre stratégie pour remédier à cette situation? Le système de gouvernance prédateur. En fait, il faut le système de gouvernance prédateur. Pourquoi est-ce que le coltan ne bénéficie pas suffisamment au Congo et aux Congolais? Les raisons sont les mêmes. Le groupe de personnes qui nous a pris en otage. Encore une fois, ce sont des mécanismes qui sont mis en place. On donne des exonérations, on facilite l'instabilité dans certaines zones du pays, on finance, parce que localement, nous avons aussi des Congolais, il faut le dire, qui financent des groupes dans ces zones d'exploitation de coltan et autres, pour faciliter une exploitation illégale et irrégulière de cette ressource qui est le coltan, et qui est ensuite exploitée en partenariat avec des pays étrangers. Donc, encore une fois, il n'y a pas 50 000 moyens de résoudre ce problème. Il nous faut un État. Pour ça, il nous faut des dirigeants qui aiment un peu le Congo, qui aiment un peu les Congolais, qui ont une véritable détermination, une vision pour combattre ce système de gouvernance prédateur, et ensuite, qui vont mettre en place leur projet de société. Comment comptez-vous aborder les défis économiques actuels tels que l'inflation, la volatilité des taux de change, la dette publique croissante pour assurer la stabilité financière du pays? Alors, vous savez, d'abord sur la question économique, si vous voulez que la situation économique s'améliore, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le cadre général que l'État doit mettre en place. L'État doit faciliter, de notre point de vue, l'investissement privé. On ne développera pas le Congo en multipliant les entreprises ou les structures publiques. On développera le Congo en multipliant les entreprises, et encore plus privées, et encore plus les entreprises locales, détenues par des Congolais. Pour ça, il faut mettre un cadre en place approprié. Nous allons sur des choses très simples sur lesquelles il faut retravailler. Le guichet unique de création des entreprises. Officiellement, c'est un guichet unique qui est censé faciliter la création d'entreprises. Vous allez dans n'importe quel autre pays, je dirais même des pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal que je connais bien. Vous créez une entreprise dans des délais très courts. Ça se fait, je pense, même online. Mais ici, chez nous, essayez d'aller créer une entreprise online, ou essayez simplement d'aller créer une entreprise au guichet unique. Je peux vous assurer que le coût initial sera doublé, triplé ou quadruplé, dépendamment de la personne que vous aurez. Deuxièmement, les délais seront complètement élastiques. Donc, il faut simplement d'abord commencer par renforcer les cadres qui existent et les rendre totalement indépendants. Comment les renforcer? Il faut faire exécuter ce qui a été dit. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont encore une fois les mêmes personnes qui entravent ces mécanismes qui sont mis en place. Vous savez que beaucoup d'entreprises qui sont dans le guichet, enregistrées dans le guichet unique, je peux vous le dire je suis consultant également en intelligence économique, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises enregistrées au guichet unique qui ne sont pas visibles dans la liste des entreprises qui est censée être publique. Pourquoi? Parce qu'il y a, encore une fois, des groupes de personnes qui ont des intérêts, entre guillemets, cachés, liés, parce que ce sont des acteurs politiques, publics ou militaires, qui décident de créer des entreprises pour bénéficier de ressources de manière indue, contrats et autres dans différents secteurs, et donc décident que ce guichet unique ne va pas publier toutes les entreprises, que ce soit dans le secteur minier ou dans d'autres secteurs. Donc, encore une fois, il faut avoir des dirigeants qui vont être suffisamment déterminés. La problématique du Congo est d'abord un problème d'hommes au pluriel. Pas d'hommes, là aussi c'est important, d'un homme. D'hommes au pluriel. Tant que nous n'allons pas changer, et c'est ça notre leitmotiv, nous n'allons pas avoir une qualité d'acteurs, comme je l'ai dit ici, des acteurs de meilleure qualité,
et la qualité n'est pas simplement une question de formation, je vous ai parlé de valeurs, d'amour du pays, il sera difficile de procéder à un véritable changement. Quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour promouvoir l'investissement étranger et stimuler la croissance économique, en particulier dans les secteurs clés tels que l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie? Notre priorité, c'est l'entrepreneuriat local. Aujourd'hui, l'industrie minière, comme vous le dites, est contrôlée de toute façon pratiquement à 100% par des entreprises étrangères. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau de l'entrepreneuriat local, si nous restons dans l'industrie minière. L'entrepreneuriat local n'existe presque pas. Si je vous demande de me citer 5 grands entrepreneurs congolais, vous serez incapable de me les citer, je pense. Si je vous demande de m'en citer 5 étrangers, vous pourrez m'en citer assez rapidement. Mais tant qu'on n'a pas réglé la problématique de l'entrepreneuriat local, on ne réglera pas la problématique du développement, mais pire, on ne réglera pas la problématique du social. Je présume que vous y viendrez par la suite. Il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut créer des entreprises. Et ces entreprises-là, ce ne sont pas des multinationales. Ce sont des petites et moyennes entreprises qui développent un État. C'est la multiplication de petites et moyennes entreprises locales qui permet de créer de l'emploi. Et donc, une fois que vous avez créé de l'emploi, on est bien d'accord, les gens sont rémunérés et ainsi de suite. La consommation fait que l'économie progresse. Ça vous règle toute cette difficulté de production et autres. Et le pays avance, le social avance et tout finalement, le développement se met en musique. Tant qu'on n'a pas mis en place des politiques pour renforcer cet entrepreneuriat, il n'y aura rien. Quel genre de politique il faut mettre en place? Aujourd'hui, vous avez par exemple la loi sur la sous-traitance qui dit de manière très claire que la fourniture de services et de produits, donc la sous-traitance, et qui se limite d'ailleurs principalement aujourd'hui plus ou moins dans le secteur minier, parce que les autres secteurs sont un peu isolés, que ces produits et services doivent être en priorité cédés ou en tout cas octroyés, les contrats doivent être en priorité octroyés à des entreprises détenues par des Congolais. Premièrement, cette loi n'est pas respectée. Nous avons vu des tentatives pour la faire respecter, mais dans les conditions actuelles, elle ne peut pas être respectée pour plusieurs raisons. J'y reviendrai. Mais je viens d'abord sur les marchés publics. L'État aujourd'hui paye des centaines et des centaines de millions de dollars par an, même si l'État est reconnu comme étant un mauvais payeur, parce qu'il ne paye pas dans les délais, parce qu'il ne paye pas toujours ses factures, conséquence encore du système de gouvernance prédateur, mais l'État paye de centaines de millions de dollars en fournisseurs de produits et de services. Si vous allez regarder, la plupart des fournisseurs, ce sont soit des étrangers, ce qui n'est pas un problème en soi, mais lorsque ce sont des Congolais qui sont immédiatement liés aux bénéficiaires qui sont dans le système politique et public. Et donc, ce ne sont pas des vrais entrepreneurs, ce sont des prête-noms, des personnes qui sont là pour capter les ressources et ensuite les redistribuer. Mais pourquoi est-ce que cette loi, par exemple, sur la sous-traitance, ne prend pas, et c'est ce que nous allons pousser, ne prend pas d'abord et prioritairement en compte ces contrats publics qui sont sous le contrôle direct de l'État. C'est l'État, ce sont les entreprises d'État qui ont le contrôle, le droit, le choix de décider que ces contrats vont aller aux entreprises congolaises ou non. Première décision pour nous, première mesure extrêmement importante qui permettra finalement de créer, pas forcément des millionnaires comme on entend, mais de multiplier les entrepreneurs congolais et de multiplier les petites et moyennes entreprises. Je reviens maintenant sur la loi liée au secteur minier. Mais pourquoi cette loi ne peut pas s'appliquer? Mais c'est très simple. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il n'y a pas véritablement d'entrepreneurs congolais. Il y a des entrepreneurs d'un certain niveau, mais il n'y a pas de gros entrepreneurs congolais. Conséquence. Lorsque vous dites que aujourd'hui la sous-traitance dans tel secteur, dans le secteur minier, doit revenir à des Congolais. Ces Congolais n'ont pas les capacités financières de pouvoir supporter cette sous-traitance. La sous-traitance veut dire que je vous donne un contrat, un marché, et vous devez me livrer. Mais je vous donne un contrat de 10 millions de dollars, je vous dis, vous me livrez dans 30 jours, et puis je vous paye les 100% dans les 30 jours. Ou je vous donne 25% du montant, et je vous paye le solde 30 jours après avoir livré. Il faut que vous puissiez financer cette différence.
Comment est-ce que ces entreprises ou ces entrepreneurs se financent? Aucun mécanisme n'a été mis en place. Il y a la question de l'expertise. Il est clair que ces entreprises qui doivent remplacer les entreprises étrangères doivent également développer les expertises nécessaires. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'État pour permettre aux entrepreneurs et aux entreprises et aux Congolais de développer suffisamment d'expertise dans les secteurs appropriés qui sont liés à cette sous-traitance pour pouvoir justement offrir ces services-là. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes qui doivent être mis en place autour d'une loi comme celle-là, qui n'ont pas été mis en place et que nous allons mettre en place. Donc voilà quelques exemples finalement de priorités ou de politiques que nous appliquons. En santé, la malaria reste un problème majeur en République démocratique du Congo. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour intensifier les efforts de prévention, des diagnostics et des traitements de malaria au cours de 5 prochaines années? Vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mécanismes pour diagnostiquer, dépister, traiter rapidement, mais la malaria a également une cause ou des causes. Ces causes sont généralement connues, les moustiques, l'insalubrité. Ce sont tout ce qui arrive, tout ce qui est à ce niveau-là, ce sont des conséquences. Les causes, pour les régler, je vais revenir encore une fois à mon point de départ. Il faut avoir un État, un véritable État responsable. Il faut mettre hors d'état de nuire tous les bénéficiaires du système de gouvernance prédateur et ensuite mettre en place toutes ces politiques de prévention, de dépistage et puis également de traitement, parce qu'une fois que vous avez la malaria, il faut que vous puissiez être traité. Mais regardez l'état dans lequel se trouvent la plupart de nos centres hospitaliers publics. Vous comprenez bien que mourir de la malaria n'est pas un cas exceptionnel et ne peut pas être un cas exceptionnel dans ces conditions-là. Et pour ces centres ou ces établissements publics hospitaliers, comment vous ferez pour réhabiliter par exemple ou Investissement, il faut investir. Il faut investir, dans les ressources humaines, dans la qualité des ressources humaines. Il faut investir dans la réhabilitation, la construction de ces centres hospitaliers. Et je vous ramène toujours à notre logique. Pour investir, il faut des ressources. Donc toute personne qui dit aujourd'hui qu'on va investir 50, 100 milliards doit être capable de nous dire d'où viendront ces ressources. Et de notre point de vue, ces ressources viendront d'où? Viendront du robinet ou des robinets qui vont être fermés. Et ensuite, les ressources qui vont être récupérées doivent permettre d'investir prioritairement dans plusieurs secteurs. Il y a l'éducation, d'abord, avant tout. Le système éducatif, notre système éducatif aujourd'hui est extrêmement faible à plusieurs niveaux. En termes de qualité de ressources humaines de nos éducateurs, il faut le reconnaître. Mais 2, il y a un problème plus profond. Notre manuel éducatif date de la période de l'indépendance. N'a jamais été adapté. C'est à se demander qu'est-ce qui pourrait justifier cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous formons des personnes qui en réalité ne sont pas en adéquation avec l'évolution du monde. Deuxièmement, nous formons des personnes qui n'ont aucune corrélation avec les besoins réels dont dispose le pays. Nous avons aujourd'hui des juristes, beaucoup d'économistes, mais pour quel marché de l'emploi en définitive? Et donc, il faut une politique globale, éducation, emploi, et voilà. Quelles actions prendrez-vous pour résoudre les problèmes liés à l'impunité et l'accès à la justice? La justice est un fléau, c'est l'un des plus gros problèmes qui est, comme vous le présentez si bien, qui est lié à la corruption. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des corrupteurs que de l'autre côté, il y a des corrompus. Nous l'avons dit, il faut arrêter, en tout cas limiter la corruption. Pour limiter la corruption, il faut fermer les robinets. Pour fermer les robinets, vous devez avoir des personnes, les bonnes personnes, aux bons endroits. Ces personnes doivent être non seulement avoir les valeurs nécessaires, être suffisamment compétentes et formées pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire, aimer le Congo et les Congolais, mais ensuite doivent être suffisamment déterminées parce que c'est un combat, c'est un système dans lequel nous tous nous vivons. Mais tant que vous n'avez pas une qualité de personne appropriée, je peux vous assurer que nous pouvons faire autant de théories que nous voulons. Tant que le pays n'a pas la qualité de dirigeants nécessaires aux différents niveaux, cette question de la corruption ne prendra pas fin et la question de la justice ne sera pas réglée. Où trouvez ces dirigeants des qualités? Ils existent. Le système fait en sorte justement, que ces personnes de qualité n'émergent pas. Vous savez, quand vous avez un système
qui est organisé comme celui-ci, et c'est probablement ce qui se passera avec nous, eh ben, il va faire en sorte que les détenteurs du système vont faire en sorte que le système lui-même ne soit jamais déstabilisé. Donc lorsque des personnes émergent avec une vision opposée ou en tout cas avec la volonté d'éradiquer le système, ces personnes sont soit récupérées, soit neutralisées, ou alors elles sont contraintes, entre guillemets, de s'enfuir ou de prendre la décision. Donc ces personnes existent. Le Congo détient et contient des ressources humaines de qualité, au Congo d'ailleurs, comme à l'extérieur. C'est la même chose à l'extérieur. Mais ces personnes de qualité n'ont pas un cadre nécessaire pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça aussi que nous nous sommes engagés. Notre parcours à nous est assez atypique. Quand je dis nous, c'est vraiment dans le nous. Nous ne sommes pas des acteurs politiques de carrière, mais nous avons chacun démontré dans nos parcours notre amour pour le Congo, notre amour pour les Congolais, une formation précise. Moi, je suis formé en sciences, diplômé en sciences politiques. Je suis banquier de profession et aujourd'hui, j'ai un cabinet de consultance qui fait de l'intelligence économique et j'entreprends également en même temps. Donc, il y a une formation, un parcours, une expérience et des valeurs qui sont clairement démontrées. J'ai été coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, que j'ai cofondé en 2015. J'ai été exilé du fait de mon engagement. Et c'est le cas d'autres qui sont avec nous de la dynamique. Parce que nous, c'est véritablement une dynamique collective. Et donc ça, ce sont des éléments qui vous permettent quand même de confirmer que ces personnes existent et nous estimons en faire partie. Mais ces personnes n'ont tout simplement pas le cadre nécessaire aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer et émerger. Et c'est ce cadre-là que nous, en tant qu'alternative citoyenne, le parti que je préside, c'est ce cadre-là que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Un autre secteur, c'est l'environnement. Comment envisagez-vous promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable en République démocratique du Congo, compte tenu de son patrimoine unique naturel? Oui, aujourd'hui, nous sommes tenus de protéger l'environnement. Peut-être pas pour nous aujourd'hui, mais pour entre guillemets, nos enfants. Mais au-delà même de nos enfants, nous devons protéger l'environnement pour, entre guillemets, oui, pour nos enfants. Et donc ça, c'est d'abord la première des choses. Et ça, on ne peut pas y échapper. Mais encore une fois, ces questions, pourquoi est-ce que ces questions semblent être secondaires dans notre contexte aujourd'hui? Parce que la protection de l'environnement n'est pas simplement la question de gouvernance, c'est une question qui doit nous concerner tous. Dans un pays qui fonctionne, chaque citoyen devrait être alerté, engagé dans ce processus de protection de l'environnement. Mais nous sommes dans un pays dans lequel, finalement, les gens n'arrivent pas à manger, les gens n'arrivent pas à se soigner, les gens n'arrivent pas à éduquer correctement leurs enfants. Il est donc normal que ces questions ne soient pas prioritaires. Nous, nous en ferons une priorité. Il y a aujourd'hui des secteurs d'investissement dans lesquels il faut simplement commencer par faire respecter l'environnement. Vous avez aujourd'hui le secteur minier. Il y a beaucoup d'entreprises minières aujourd'hui qui ne respectent pas l'environnement. Vous avez aujourd'hui l'exploitation forestière. Là également, il y a énormément de choses qui se font sans respecter les règles liées à cette exploitation-là. Et donc, nous accordons effectivement une place importante, au respect de l'environnement, tout en tenant compte du fait que le pays doit quand même se développer. Et donc, il faut arriver à trouver un juste milieu entre cette protection de l'environnement et le développement du pays qui est essentiel si nous voulons que les conditions de vie de nos compatriotes puissent s'améliorer. La sécurité alimentaire, on en parle aussi. La République démocratique du Congo connaît la plus grande crise alimentaire au monde, avec 26 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire selon le PAM. Quelles actions spécifiques mettrez-vous en place pour améliorer cette situation au cours des 5 prochaines années? L'agriculture. Il n'y a rien d'autre, il faut produire localement. Ici, nous sommes dans un pays où nous importons même des tomates que nous pouvons finalement, que nous produisons pourtant sans aucun problème, parce que nous sommes dans l'incapacité de les produire en quantité suffisante et ensuite de les conserver. Et donc, l'agriculture, c'est clair, est la clé pour régler, endiguer ce problème. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a des préalables. Si vous ne mettez pas en place des infrastructures nécessaires, le cadre nécessaire, qui va permettre à une agriculture de grande envergure de se mettre en place, vous ne parviendrez jamais à produire suffisamment et à la fin de la journée à endiguer cette crise alimentaire. Cette crise alimentaire est due au fait que
nous n'avons pas aujourd'hui, de produits suffisamment à des prix suffisamment accessibles sur le marché. Lorsque vous importez, vous le savez bien, les prix vont très clairement être beaucoup plus élevés parce que vous avez toute la chaîne d'importation qui est liée. Et puis deuxièmement, cette situation ne sera pas résolue tant que la situation sociale des Congolais, donc économique des Congolais, pardon, ne sera pas résolue. Il faut que les Congolais puissent avoir la capacité d'acheter cette nourriture. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, parce que malheureusement, la situation économique est dans l'état que nous la voyons aujourd'hui. Parlons aussi de l'énergie. L'accès à l'électricité est limité dans nombreuses régions de la République démocratique du Congo. Comment comptez-vous ou comment prévoyez-vous étendre l'accès à une énergie abordable et fiable tout en respectant ou en assurant la transition énergétique durable? Il faut, ça fait partie également, nous revenons encore sur les mêmes points. C'est toute l'infrastructure qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, nous pouvons développer des unités de production de de taille moins importante. Nous avons Inga aujourd'hui, qui est une unité de production très clairement qui a été conçue pour l'exportation et puis pour une consommation industrielle. Et puis, il faudrait mettre en place une politique en place pour développer des unités de production de moindre envergure qui permettraient alors d'alimenter le pays à des niveaux de consommation plus, on va dire, individuels qu'industriels. Donc ça, il y a également aujourd'hui la production solaire, qui est également une alternative. Donc voilà, il faut trouver des alternatives, mais tout ça nécessite, bien évidemment, d'avoir les ressources nécessaires. La République démocratique du Congo possède des ressources naturelles telles que le lithium, le cobalt, essentiels pour la transition énergétique. Comment comptez-vous maximiser la valeur ajoutée de ces ressources pour développer les secteurs de l'énergie propres en République démocratique du Congo de manière durable et responsable? Il faut améliorer la qualité la qualité, je suis désolé de revenir sur le même point. Nous avons eu cette situation dans le secteur minier. Le secteur minier, en dehors de toutes ces matières, le cuivre, le cobalt, a été également, et encore, un secteur prometteur qui aurait dû permettre au pays de se développer. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que les acteurs publics et politiques qui avaient la charge d'organiser ce développement, malheureusement, ont renforcé le système de gouvernance prédateur qui n'a pas permis, finalement, de bénéficier, que les ressources générées de cette exploitation permettent de bénéficier à la RDC. Mais nous allons nous retrouver exactement dans la même situation demain, avec le lithium et les autres minerais, qui sont des minerais aujourd'hui extrêmement stratégiques. La RDC est dans une position, encore une fois, stratégique, mais qui, si nous n'y prêtons pas garde, ne vont pas bénéficier ni profiter finalement aux Congolais. C'est également la même chose sur l'exploitation des produits d'exploitation pétrolière. Et donc, je reviens sur notre leitmotiv. La gouvernance prédatrice, la qualité des acteurs. C'est un préalable à la résolution de toutes ces questions qui sont posées. Il y a aussi l'éducation. Quelle sera votre approche en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base en RDC et quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre pour améliorer le système éducatif du pays? La gratuité est constitutionnelle, donc personne en réalité ne peut s'y opposer. Maintenant, la question qui se pose quand on voit la manière dont elle a été mise en place aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a eu une analyse suffisamment approfondie sur les étapes, ou en tout cas, de mise en œuvre de cette gratuité. Il est clair que peut-être qu'il faut qu'on nous l'expliquions mieux pour que nous le comprenions tous un peu mieux. La gratuité de l'éducation implique donc que l'État prenne en charge. Ça ne veut pas dire que personne ne paye. Les citoyens ne payent pas, mais c'est l'État qui doit payer. Pour que l'État puisse payer, l'État doit disposer des ressources nécessaires. Et vous me ramenez encore au même point. Ces ressources nécessaires aujourd'hui ne sont malheureusement pas disponibles. Est-ce que vous savez qu'une partie de cette gratuité est financée par des subventions, est financée par des financements, et donc vous financez une consommation qui ne produit rien par des financements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire.
C'est comme financer son alimentation par des crédits. Mais si vous financez votre alimentation par des crédits, vous ne produisez rien, et donc vous vous endettez avec intérêt, mais vous ne produisez pas suffisamment pour pouvoir rembourser cet endettement. Donc en réalité, la gratuité est une bonne chose, la mise en œuvre est constitutionnelle et obligatoire, mais c'est le séquençage qui a été complètement, je pense, en grande partie bâclé. Qu'est-ce que vous comptez améliorer une fois? Par étape. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gratuité est là. Il va falloir maintenant mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir couvrir cette charge que l'État a. Mais il aurait été beaucoup plus approprié de le faire par étapes en tenant compte de notre capacité d'autofinancement de cette charge. Aujourd'hui, la gratuité est là. Il va falloir maintenant mobiliser plus de ressources. Les ressources vous comptez continuer avec ou stopper et puis vous ne pouvez plus. C'est-à-dire que la gratuité est un droit constitutionnel et sa mise en œuvre aujourd'hui ne peut pas être remise en cause. Et donc l'État, tout ce que l'État peut faire aujourd'hui, tout ce qu'un État responsable peut faire aujourd'hui, c'est de dégager suffisamment de ressources pour être capable d'autofinancer cette charge, qui est une charge qui est le financement de la gratuité de l'enseignement. Et pour le faire, il faut fermer les robinets tels que nous l'avons dit, et ces ressources, les retransférer au niveau de la gratuité, au niveau du coût, en tout cas de la charge liée à la gratuité de l'enseignement. Sur le système éducatif, j'en ai parlé un peu précédemment, je l'ai dit, notre système éducatif aujourd'hui est complètement déconnecté des réalités. Nous avons un manuel, en tout cas, si on peut appeler ça un manuel, qui date de l'époque coloniale, donc qui tient compte d'aucune réalité d'aujourd'hui, donc il faut le mettre à jour, très clairement, premièrement. Et puis deuxièmement, il faut former les Congolais sur base des besoins. Et donc, il faut identifier clairement nos besoins en termes de ressources humaines, ce qui demande d'avoir un vrai projet de société. Une fois que vous avez identifié ces besoins, et c'est ce que nous ferons, une fois que vous avez identifié ces besoins, vous privilégiez maintenant les formations par rapport à ces besoins. Si aujourd'hui nous devons construire des routes, si l'État dit, moi ma vision, comme nous le disons, il faut construire des infrastructures, routes, énergie et tout le reste, après avoir fermé les robinets, on récupère les fonds, on réinvestit. Ensuite, la question suivante, c'est les ressources humaines. D'où viendront les ressources humaines? Mais il faut préparer la formation des personnes qui vont être utilisées pour ces ressources humaines. Et donc, toute la politique d'éducation doit tenir compte de ça. Il faut peut-être former plus de maçons. Il faut peut-être former plus de soudeurs. Il faut peut-être former plus de plombiers. Et ainsi de suite. Et donc, l'État doit mettre en place un cadre qui va permettre à ce que tous ces éléments, toutes ces formations, toutes ces personnes, les personnes nécessaires, puissent être formées. Et donc, il faut probablement créer des structures professionnelles, des structures techniques qui n'existent presque pas dans notre pays, qui sont en tout cas négligées, alors que dans d'autres pays, ce sont des structures qui sont valorisées parce que ce sont celles-là qui permettent finalement de créer de l'emploi. Alors, ça sera ma dernière question. Face à la caméra, dites-nous pourquoi les Congolais doivent porter leur choix sur vous et quelles seront vos premières actions une fois élu président de la République? Alors, premièrement, les Congolais doivent m'élire comme président de la République parce que notre démarche, ma démarche, n'est pas une démarche personnelle. C'est une démarche collective. C'est en réalité une dynamique collective d'acteurs qui viennent de la société, comme vous, d'acteurs qui viennent de la société civile, qui ont été engagés, qui ont démontré leur amour pour le Congo, qui ont démontré leur amour pour les Congolais, qui ont démontré une expertise, une formation nécessaire, et qui ont décidé aujourd'hui de s'engager en politique pour mettre fin au système de gouvernance prédateur. Vous devez nous faire confiance parce que tant et aussi longtemps que ce système de gouvernance prédateur, en lingala kimuyibi, ne prendra pas fin, nous n'aurons pas suffisamment de ressources pour, régler les problèmes d'investissement qui sont nécessaires, 2, pour pouvoir développer d'autres secteurs comme l'agriculture et d'autres secteurs. Donc, c'est pour cette raison que nous vous demandons de nous faire confiance. Nous sommes une nouvelle génération d'acteurs politiques. Nous voulons améliorer qualitativement l'espace politique et mettre fin à la prise d'otages dans lequel le pays se trouve depuis trop longtemps
par un petit groupe de personnes qui s'est accaparé nos ressources et donc qui empêche le développement de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir invités. Un projet, un candidat, ce numéro d'objectif 2023, dernier virage est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.